Merci Amélie, merci à tous. Merci et bienvenue, merci d'avoir bravé non seulement le temps, mais le virus. En effet, bon, comme vous le disiez, Amélie, il ne vous a sans doute pas échappé que pendant cette épidémie de coronavirus que nous avons vécue depuis le début de cette année et que nous vivons encore, aucun concept philosophique n'a été davantage mobilisé que celui de confiance. On ne parlait que de ça, elle était partout, de la confiance du citoyen dans la capacité des autorités politiques à gérer la crise. Et effectivement, le gouvernement de Croo a fait de la confiance son maître mot. Ce matin, à la RTBF, il y avait un éditorial sur la confiance, d'ailleurs assez spirituel, de Laurence Rosier, qui énumérait tous les sens de la confiance. Elle n'a pas défini la confiance, mais elle a énuméré les sens, et c'est tout un problème, je vous en parlerai longuement. On parlait de la confiance des individus les uns envers les autres, envers les institutions, envers le personnel sanitaire, la confiance des politiques dans les experts, puisque c'est les experts qui menaient la barque, etc., etc. Mais aussi, on parlait aussi de la confiance, une confiance plus palpable, qui était celle qu'il fallait mettre dans le moindre des produits achetés en magasin ou en ligne. Il fallait avoir confiance dans le fait que ce que nous touchons, même au plus proche, n'était pas contaminé. Sans parler de la confiance qu'il faut mettre maintenant dans les dispositifs numériques d'alerte au virus, comme ici en Belgique, le dispositif nommé CoronaAlert. Tout s'est passé comme si le virus avait mis à nu un lien très élémentaire, un lien invisible qui nous connectait au monde, mais auquel nous ne pensions plus. La confiance, précisément, qui est comme l'air que l'on respire, on ne la remarque que quand elle vient à manquer. Pendant le confinement, chacun d'entre nous, certes, devait continuer à agir au jour le jour pour continuer de vivre, mais sans confiance, et tout le monde pouvait le vivre in vivo, en quelque sorte. Sans confiance, notre monde se grippait jusqu'à la paralysie. Du coup, on n'arrête pas de parler de crise de confiance, mais il est vrai qu'on n'a pas attendu la crise du coronavirus pour ça. Le thème de la confiance est aussi vieux que les sociétés modernes, que les sociétés complexes, et chaque crise économique, sociale, sanitaire se traduit par une crise de confiance, quoi qu'on entende par là. Ainsi, par exemple, depuis des années, la littérature anglo-saxonne, mais pas seulement elle, regorge d'études en sciences sociales et en sciences politiques sur le manque de confiance du peuple dans les institutions démocratiques ou dans leur personnel politique. Il est vrai que le phénomène des fake news, comme celle du complotisme, renforce en permanence ce sentiment de méfiance. L'élection de Trump n'a évidemment pas arrangé les affaires de la confiance. Avoir un président sur les dires duquel on ne peut pas compter, par exemple sur ses déclarations sur le coronavirus, eh bien, ce n'est pas une mince affaire du point de vue de la confiance dans la parole publique. Il se trouve qu'aujourd'hui même, c'est un pur hasard de l'actualité, un homme politique américain qui s'appelle Pete Buttigieg, fait paraître aujourd'hui un livre dont vous voyez le titre. C'était un candidat à l'investiture démocrate. Il se répand maintenant partout sur les médias américains pour parler justement de ce phénomène de confiance. Lui non plus, évidemment, ne définit pas la confiance, c'est tout le problème. Mais il parle effectivement il parle de la défiance, notamment du racisme structurel qui fait que les gens ont une défiance à l'égard des institutions, d'une méfiance. Donc, il parle de la confiance générale qui manque les uns envers les autres, mais aussi, dit-il, plus largement dans les États-Unis en tant que tel. Il dit que la confiance est un atout stratégique, c'est ça l'argument principal de son livre, c'est un atout stratégique. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette notion sur cette conception de la confiance comme atout. Moi, j'essaierai de montrer qu'elle n'est pas du tout un atout, elle n'est pas une carte qu'on tire de son chapeau, mais quelque chose de bien plus fondamental que cela. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que c'est un symptôme hautement intéressant, révélateur, que le monde politique s'empare à ce point de la notion de confiance. Mais en France aussi, les gouvernements successifs d'Édouard Philippe et de Jean Castex ont cru devoir explicitement passer leur gouvernement sous le signe d'un contrat de confiance, tant la confiance semble, d'une manière générale, manquer au sein d'une population de plus en plus méfiante à l'égard des institutions et du pouvoir politique.
C'est au demeurant une chose que les philosophes avaient pressentie depuis bien longtemps. Sans confiance, pas de société possible. Le grand Thomas Hobbes lui-même, le plus individualiste des philosophes, l'auteur du Léviathan, donc en 1650, XVIIe siècle, Thomas Hobbes lui-même déclarait dans son Léviathan que, je cite, « la confiance est le seul lien des pactes ». Et sous sa plume, c'est une déclaration vraiment extraordinaire, parce que, précisément, il était tellement individualiste qu'il voulait en fait construire toute sa théorie, et c'est ce qu'il fait dans le Léviathan, il voulait construire toute sa théorie de la société et de l'État sans devoir recourir à des liens entre les individus eux-mêmes, notamment à des liens moraux comme la confiance, la sympathie, l'empathie entre les individus eux-mêmes. Hobbes modélisait la genèse de l'État comme résultant d'un pur jeu de force galiléenne. Il rend hommage à Galilée au début du Léviathan, sans recourir à aucun adjuvant moral que ces forces, que cette composition de forces pour expliquer l'ordre social. C'est en cela d'ailleurs qu'il est le premier auteur moderne, premier auteur politique moderne. Pour lui, la brique élémentaire de la politique, c'est l'individu brut, l'individu boule de billard, je dirais, mu par une seule force, la force de son désir. Toute sa construction repose là-dessus. Il montre comment, par simple composition de ces forces, par simple composition des désirs des uns et des autres, eh bien, on aboutit à la formation d'un État, et c'est ce qui reste aujourd'hui encore fascinant dans la lecture du Léviathan. Mais ne voilà-t-il pas qu'au terme de sa construction, une fois que les individus boules de billard ont passé le contrat et remis tout leur pouvoir à l'État Léviathan, Hobbes déclare, certes du bout des lèvres, mais il le déclare, que la confiance est le seul lien des pactes. Vous voyez en quoi c'est une concession stupéfiante. C'est que les atomes ou les boules de billard de départ, n'étant que de simples forces désirantes, ne peuvent pas se faire confiance. Les boules de billard ne se font pas confiance. Elles se heurtent, elles donnent lieu à une guerre de toutes les boules contre toutes les boules, guerre sans fin selon les principes de l'inertie galiléenne. Et on reconnaît bien là la guerre de tous contre tous qui justement caractérise l'état de nature chez Hobbes. Un état de nature dont il faut précisément sortir. L'aveu donc de Hobbes est de taille, et son importance est considérable. C'est ultimement la confiance et non la simple composition des forces individuelles galiléennes qui constitue le ciment social. C'est elle qui, associée à la fidélité, représente le véritable anti-nature, l'anti-guerre de tous contre tous, puisque rompre la confiance, c'est rompre le pacte, et rompre le pacte, c'est retourner à l'état de guerre. Sans confiance, pas d'ordre social possible. Et donc, au terme de son parcours, Hobbes est obligé de recourir in extremis à une force de liaison, la confiance, étrangère à la seule mécanique des corps en mouvement. Il avoue en quelque sorte la nécessité de la confiance, à l'inverse de ce que lui-même a tenté de faire dans le livre. Il doit infirmer ses prémices de départ. Et c'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire, et qui en dit long sur l'importance de la confiance. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que malgré cette importance, certes tardive, qu'il reconnaît à la confiance, elle ne fait chez Hobbes l'objet d'aucune théorie particulière. Et donc vous voyez qu'il y a même chez le grand Hobbes un décalage stupéfiant entre les déclarations sur l'importance de la confiance pour l'ordre social en général et le peu de place qu'il lui a accordé sur le plan théorique. Mais en fait, et c'est tout à fait fascinant, cet écart se retrouve chez tous les grands théoriciens de la société. Alors, tout près de nous, John Rawls, le grand théoricien de la société démocratique, libérale, théoricien de la société juste, dit aussi que chacun doit pouvoir, pour que soit assurée la stabilité d'un ordre social juste, avoir confiance dans la volonté de coopérer de tous les autres. Si je veux avoir confiance dans le système en général, il faut que je sois convaincu que les autres vont respecter aussi les règles. Et donc, c'est pourquoi lui-même envisageait, par exemple, un système d'amende et de pénalité pour ceux qui rompaient la confiance fondamentale dans la coopération.
de manière à ce que chacun puisse maintenir la confiance dans le système général et alimenter ainsi, générer ainsi une confiance publique. Mais là encore, il n'y a pas, chez Rawls, de théorie de la confiance, bien qu'il lui accorde une place structurellement extrêmement importante. Et lui-même, il est mort donc en 2002, lui-même n'avait pas envisagé que ce soit un président lui-même, le président des États-Unis, qui puisse saper la confiance de ses concitoyens. Peut-être, alors, aurait-il formulé une théorie de la confiance, mais il ne l'a pas fait et il ne l'a même pas définie. Et donc, une philosophe américaine avait raison de constater, il y a déjà une trentaine d'années, ce qu'elle disait ici dans cette citation, je vous la lis rapidement. Les philosophes moraux ont toujours été intéressés à la coopération entre les gens. Il est donc surprenant qu'ils n'en aient pas dit plus qu'ils ne l'ont fait sur la confiance. Il semble relativement évident que toute forme d'activité coopérative, y compris la division du travail, requiert de la part des coopérants de se faire confiance les uns les autres. On attendrait que les théoriciens du contrat explorent les formes de confiance et de méfiance comme un aspect de leur théorie. Les utilitaristes aussi devraient se sentir concernés par la contribution au bonheur général des différents climats de confiance et par là même être intéressés à comprendre la nature, les racines et les variétés de la confiance. On aurait pu aussi attendre des théoriciens de la vertu d'étudier la fiabilité ou la volonté d'accorder sa confiance. Mais lorsque, dans notre tradition, nous nous tournons vers les grands philosophes moraux, ce que nous trouvons peut à peine être considéré, ne serait-ce que comme une esquisse d'une théorie morale de la confiance. Tout au plus, avons-nous quelques suggestions nous indiquant la direction dans laquelle nous pourrions aller. Et ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que, vous voyez, elle cite les différentes écoles, les grandes écoles de philosophie, en fait, qui auraient tout avantage à parler de confiance. D'abord, elle parle de la division du travail. Ça, c'est même pas une théorie, ça, c'est le principe le plus général, si vous voulez, d'organisation de nos sociétés. Hein. Les tâches sont divisées, sont réparties, et donc la division du travail engendre la coopération et l'échange. Donc, la confiance devrait être fondamentale. Il n'y a pas de théorie de la confiance chez les grands théoriciens de la division du travail, par exemple chez Émile Durkheim. Ensuite, elle cite les théoriciens du contrat social, j'en parlerai moi-même, qui ne parlent pas de la confiance, alors même qu'il s'agit de passer un contrat. Les utilitaristes, qui, au fond, sont gouvernés par, où chaque individu est gouverné par son intérêt et l'augmentation de son bien-être, eh bien, il devrait être intéressé à la manière dont un climat de confiance peut augmenter le bien-être. Quant aux théoriciens de la vertu, ils ne parlent pas non plus de la confiance. Vous connaissez certainement ce best-seller de Comte-Sponville qui s'appelle « Le petit traité des grandes vertus ». Eh bien, la confiance ne figure pas au rang des vertus. Bon, cette lacune philosophique, hein, cette absence de définition et de théorie, a fortiori de théorie de la confiance, en fait, ne fait que refléter notre situation à nous, d'une certaine manière, individus, dans la vie courante, parce que nous utilisons tout le temps ce concept, tout le temps, mais sans nous soucier de le définir. Bon, dans la vie courante, c'est normal. Il y a plein de concepts comme ça qu'on utilise tout le temps, mais qu'on aurait énormément de peine à définir. Par exemple, le concept de personne, le concept de vie, le concept, le je, qu'est-ce que le je, hein? Hume disait que c'était une question qui était trop difficile pour son entendement. Donc, vous voyez, voilà, pour la vie courante, c'est tout à fait normal d'utiliser des concepts comme ça de manière non critique, non définie, mais pour la philosophie, c'est une erreur. Parce que le rôle de la philosophie, c'est précisément d'éclairer ce qui est implicite dans notre vie quotidienne, de mettre au jour et d'interroger ce qui est caché, ce qui est implicite. Il faut le rendre explicite. En tout cas, le fait aveuglant de toute cette affaire, c'est que la théorie de la confiance est absente de toutes ces grandes théories de la société. Et c'est une chose qui m'intrigue depuis des années. Comment se fait-il que les plus grandes théories sociales et politiques des plus grands philosophes de la tradition philosophique aient à ce point négligé ce qui, à eux-mêmes, paraissait essentiel, à savoir la confiance. Et j'en ai fait, en fait, moi-même l'expérience. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans à Francfort
avec le plus grand penseur de notre temps, je n'hésite pas à le dire, Jürgen Habermas, l'allemand Jürgen Habermas, qui a une œuvre immense, influente, fascinante. Le noyau de la théorie de Habermas, c'est justement une théorie du lien social, c'est-à-dire la question de savoir qu'est-ce qui fait lien entre les individus, quelle est la nature du lien qui lie les individus et qui leur permet de faire société. Bon, c'est une question au demeurant que se posait déjà Aristote. Et dans sa théorie, Habermas accorde une place prépondérante au langage. C'est pourquoi il est un théoricien de la communication, et c'est lui qui a fait, dans la philosophie moderne contemporaine, de la communication un paradigme à part entière, montrer le rôle du langage, non seulement dans le lien social, mais dans toute opération de l'esprit. C'est ça qui a été sa grande performance philosophique. Si vous voulez, pour lui, le langage, c'est l'équivalent fonctionnel de la conscience chez Descartes ou chez Kant, par exemple. Vous voyez ? Sauf que, évidemment, quand vous mettez le langage à la place de la conscience, je le dis comme ça change tout. C'est-à-dire que ça change tous les problèmes philosophiques. Tous les grands problèmes philosophiques prennent une autre tournure. C'est pour ça qu'on parle de changement de paradigme. Bref, mais déjà quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 30 ans à peu près, quand je travaillais avec lui, eh bien, j'étais sourdement insatisfait de cette approche par le langage, et encore plus par sa théorie, pourtant si forte, si puissante, de la rationalité inhérente au langage. Habermas pouvait certes répondre à mes objections balbutiantes, ce n'était pas un problème. D'ailleurs, Habermas peut répondre à toutes les objections, tout le temps, de tout le monde. Il a réponse à tout. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais il a réponse à tout, et c'est une des choses qui rend sa théorie si puissante et si fascinante. Mais bien qu'il sache répondre, je restais quand même sourdement insatisfait, sans pouvoir donner une forme philosophique à cette insatisfaction théorique. Et ce n'est que bien plus tard, après beaucoup d'années de travail et de réflexion, que le concept de confiance m'est apparu comme le bon candidat pour corriger le rationalisme inhérent au modèle de Habermas. Après tout, il me semblait bien qu'aucune communication ne serait possible, aucune communication ne pourrait, ni même ne chercherait à s'engager si elle ne reposait sur un seul préalable de confiance. Et Habermas lui-même, au détour de tel ou tel développement, mentionne quelquefois la confiance comme quelque chose d'élémentaire, mais il n'en fait nulle part la théorie. Ce n'est tout simplement pas un concept pour lui. Or, il me semble qu'on obtiendrait une image nouvelle, non seulement de la société, mais de l'homme lui-même, si l'on s'accordait, si l'on accordait à la confiance la place et l'importance qu'elle mérite. Dans l'état actuel de la philosophie, pour expliquer l'ordre social, les grandes théories se fondent tantôt sur l'intérêt, tantôt sur l'obéissance, sur le calcul rationnel, sur la main visible, sur l'habitus, sur la communication, mais aucune ne part de la confiance. C'est pourtant, je le crois, une voie très prometteuse, une voie en tout cas encore inexplorée à ce jour et qui mérite de l'être. Et donc, une théorie de la confiance reste largement à formuler. Et seule une conception adéquate de la confiance permettra de comprendre sa place véritable dans l'agir humain et dans la vie de la société. La philosophie doit donc s'en emparer et pas seulement brandir le concept, comme le font les hommes politiques. Et donc, c'est l'ambition de ces quelques conférences, non de vous faire une théorie complète de la confiance, rassurez-vous, mais plutôt d'essayer de vous montrer en quoi une telle théorie de la confiance peut être très importante et comment, en quel sens, elle pourrait modifier en profondeur l'image de l'homme et de la société. Ce sera donc l'occasion pour moi de vous faire part de l'état actuel de mes recherches sur cette question, aujourd'hui tellement d'actualité, qui a mûri en moi depuis de longues années. Et je remercie au passage les Matins de la philosophie de me donner l'occasion de le faire devant vous. Mais avant d'en venir à la théorie de la confiance elle-même, et avant même de la définir, je ferai ça la prochaine fois, j'aimerais vous montrer aujourd'hui
la profondeur historique de cette problématique et la profondeur philosophique dans laquelle elle s'ancre. Ce sera peut-être un tout petit peu aride, je m'en excuse, mais j'aimerais d'abord vous montrer simplement pourquoi la confiance est un problème dans notre monde. Ce que j'aimerais montrer, c'est combien le problème de la confiance est tributaire d'une certaine conception de l'individu. Si on veut comprendre la confiance, il faut comprendre préalablement qui est l'individu qui fait confiance. La conception de la confiance est solidaire d'une certaine conception de l'individu, et donc c'est ce que j'aimerais montrer dans cette première leçon. Si on veut poser le problème de la confiance dans sa radicalité, au-delà des constats à l'emporte-pièce sur la crise de confiance, etc., alors il faut commencer par l'inscrire dans le contexte général du nominalisme qui imprègne les sociétés occidentales d'aujourd'hui. Il faut donc remonter à cette rupture absolument décisive dans l'histoire de notre civilisation qu'est la révolution nominaliste du XIVe siècle. Et oui, il faut remonter au XIVe siècle. Pour le dire vite, c'est une révolution qui marque l'avènement de l'individu. C'est ça, au fond, sa signification fondamentale, mais pas de n'importe quel individu, c'est ce que je vais vous expliquer. L'individu est aujourd'hui le principe, est aujourd'hui encore, Hegel le disait déjà, mais c'est aujourd'hui encore le principe fondamental, le principe central de nos sociétés modernes. Et donc, sous ce rapport, il n'y a pas de moment plus décisif que cette révolution nominaliste qui s'est opérée au XIVe siècle. Toute notre modernité découle de là et nous y baignons encore. Il est donc essentiel de comprendre ces enjeux parce que ce sont eux qui vont donner toute leur profondeur au problème de la confiance. Alors, de quoi s'agit-il avec le nominalisme? Eh bien, pour le comprendre, je crois que le mieux est de partir de ce à quoi le nominalisme va s'opposer, de la vision du monde qu'il va révolutionner. Précisément, on parle de révolution nominaliste. Ce par rapport à quoi il fait rupture, c'est, pour le dire vite, le monde d'Aristote. C'est la vision aristotélicienne du monde dont héritera saint Thomas au XIIIe siècle. La révolution nominaliste, c'est XIVe siècle. Donc, une vision du monde, c'est une vision du monde où toute chose est ordonnée à sa fin, à sa finalité propre, à son but propre, que ce but soit issu de la nature, comme chez Aristote, ou de la création divine, comme chez saint Thomas. C'est un monde bien ordonné, où chaque chose a sa place et suit sa finalité propre. La pomme doit tomber par terre parce qu'elle aspire à retourner dans le sol, c'est ce que nous dit Aristote. La fleur doit grandir, puis s'épanouir et flétrir. Un couple humain doit se reproduire parce que c'est la finalité de l'union de l'homme et de la femme. L'être humain doit vivre selon la raison parce que c'est sa finalité propre, sans quoi on ne verrait pas pourquoi la nature l'a doté de cette faculté de raison qui le distingue des animaux. Une cité doit grandir jusqu'à l'autarcie, mais pas au-delà, parce qu'elle doit pouvoir subvenir aux besoins de ses habitants, etc., etc. Le principe téléologique, donc finaliste ou téléologique, gouverne tout. Tout est ordonné selon une hiérarchie où les différents niveaux de finalité s'emboîtent les uns dans les autres dans une belle totalité en structure de pelure d'oignon, si vous me permettez cette métaphore un peu triviale. Chez Aristote, le monde et tout ce qui meuble le monde, y compris les humains, sont ainsi traversés par une finalité dont ils sont les simples exécutants. Et que la volonté individuelle elle-même, la volonté dont nous sommes dotés, n'a pour seule tâche que d'accomplir. Nous devons vouloir agir selon la raison parce que telle est notre nature. Le rôle de la volonté humaine est d'accomplir ce qui est prescrit par la nature de l'homme en tant que tel. Tel est donc le monde qu'a légué Aristote à ses successeurs pour au moins 1500 ans. 1500 ans.
Un monde, donc, qui forme une belle totalité cosmique où tout est ordonné selon sa finalité naturelle inhérente. Chacun se trouve ainsi englobé dans un ordre préétabli au sein duquel il a sa place. Dans ce monde téléologique parfaitement ordonné, le problème du lien social ou de l'ordre social ne se pose simplement pas comme un problème, et certainement pas comme un problème de la confiance que les uns ou les autres devraient avoir les uns envers les autres. Parce que le lien social est la finalité même de l'homme. Elle est inscrite en l'homme. L'homme tend naturellement à se mettre en société. C'est ce que veut dire Aristote lorsqu'il dit que l'homme est un animal politique. Un animal politique, ça veut dire relationnel, voué à autrui, en quelque sorte, qui ne peut s'épanouir comme homme que s'il est en relation avec ses semblables. Cela fait partie, si vous voulez, de sa forme homme. Chaque homme a une forme ou une nature inscrite en lui, pas hors de lui comme chez Platon, mais en lui, une forme qui est la même pour tous, qui fait que, en l'occurrence, chacun tend à s'associer comme l'araignée tend à faire des toiles d'araignée. Alors certes, il y a beaucoup de différences importantes entre l'homme et l'araignée, mais ces différences sont celles de la forme araignée, l'arachnéité, si vous voulez, que chaque araignée possède en commun avec toutes les autres araignées, et de la forme homme, l'humanité, que chaque humain partage avec tous les autres hommes. À cette vision des choses, les nominalistes vont opposer un double veto. Un veto logique, d'une part, et un veto théologique, d'autre part. Le veto logique, c'est de dire, attention, ces termes généraux, tels que homme, je viens de parler de la forme homme, ces termes généraux, tels que homme, humanité, blancheur, une feuille est blanche, une chemise est blanche, la neige est blanche. Ces termes généraux, ils existent, mais seulement dans nos têtes. Ce ne sont que des noms. C'est pourquoi on les appelle des nominalistes. Ces termes, qu'on appelle des universaux, on les appelle des universaux parce qu'ils s'appliquent à plusieurs choses. Hommes, je vois ici des hommes, Pierre, Paul ou Jean sont des hommes. Donc, ces universaux n'ont pour les nominalistes d'existence que celle de signes. Personne n'a jamais vu l'homme, avec un grand H, on n'a vu que des hommes, Pierre, Jeanne ou Claude. En revanche, ces termes, ces universaux, sont très utiles pour penser, ce sont des outils indispensables, mais il ne leur correspond rien dans la réalité. Il n'y a donc pas d'essence de l'homme, il n'y a que des individus humains. Et donc, vous voyez, je vous la fais courte ici, ces questions sont assez compliquées, mais l'essentiel, c'est de voir que le nominalisme est en réalité une forme de prise de position sur ce qu'est le réel. N'est réel que l'individu. Tout ce qui est essence, tout ce qui est généralité, tout ce qui est universaux n'est pas réel. Et donc, quand on dit que les nominalistes sont des antiréalistes, c'est vrai, mais ce sont des antiréalistes de l'essence ou des essences, car ce sont en même temps des réalistes de la chose ou de l'individu. Pour eux, n'existent que des individus. Cette vision logique des choses a une traduction tout à fait immédiate, si vous voulez, dans la vie politique. Voilà, je savais que ça vous réveillerait. Margaret Thatcher, en 1987, a dit « La société, ça n'existe pas ». Vous avez ici la citation en anglais. « La société, ça n'existe pas ».
Et vous voyez, il dit il n'y a rien de tel que la société, il n'y a que des individus, hommes ou femmes, et il y a des familles, et aucun gouvernement ne peut rien faire si ce n'est à travers les gens, mais les gens doivent d'abord prendre garde à eux-mêmes, se préoccuper d'eux-mêmes. C'est notre devoir de nous préoccuper de nous-mêmes et ensuite de nous préoccuper de notre voisin. Bon, cette déclaration est un véritable manifeste nominaliste. C'est quelque chose, c'est extraordinaire. C'est un manifeste nominaliste. Et vous voyez en quoi une discussion sur la nature des universaux se traduit immédiatement en prise de position politique. Parce qu'il n'y a pas de société. Elle dit il n'y a pas de société, parce que la société, personne n'a jamais vu la société. On a vu des gens en société, on voit comment fonctionne une société, etc., mais on n'a jamais vu la société. Et donc, vous voyez aussi que quand elle dit ici qu'il n'y a pas de société, elle veut dire aussi qu'il n'y a pas de solidarité, qu'il n'y a pas d'argent à gaspiller pour la solidarité, qu'il faut donc baisser les impôts et plutôt insister sur la responsabilité de chacun dans son parcours de vie. Et donc, vous entrevoyez déjà en quoi le néolibéralisme individualiste de notre époque est profondément nominaliste. Est profondément nominaliste. Ce premier veto logique sur les essences de la part des nominalistes rejoint le deuxième veto, le veto théologique. C'est un peu plus complexe, mais pas moins important. L'idée, c'est de dire que s'il y avait des essences, si les essences existaient, eh bien, Dieu aurait dû lui-même créer les choses conformément à ces essences, ce qui aurait limité sa toute-puissance. Et imaginer Dieu limité dans sa toute-puissance, c'est quelque chose de contradictoire. Les grands noms du nominalisme médiéval, donc Jean Duns Scotus et Guillaume d'Occam, vous les avez vus tout à l'heure, ont pris la toute-puissance de Dieu très au sérieux. Et cela aura des conséquences décisives sur la conception moderne de l'individu. Ils se sont dit, si Dieu est tout-puissant, et il l'est, alors tout ce qu'il a créé, il l'a créé par sa seule volonté toute-puissante. Autrement dit, il ne s'est laissé limiter par rien. Pas par ce qui est bon, pas par les lois de la logique, pas par les essences des choses. Tout ce qu'il a créé, il l'a créé de potentia absoluta, comme on dit, de par sa puissance absolue. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de potentia absoluta Dei. Il a tout créé par un acte de volonté souveraine. Et par conséquent, il aurait pu créer un monde absolument différent de celui que nous connaissons. Il aurait pu faire en sorte que les objets tombent vers le haut. Il aurait pu faire que la haine du prochain soit méritoire. Et comme dira Descartes 300 ans plus tard, il aurait pu faire que les rayons d'un cercle ne soient pas égaux. Vous imaginez? Il aurait pu faire naturellement que 2 plus 2 fasse 5. Vous voyez donc la radicalité de cette pensée philosophique. Dieu a créé par décret, et il aurait pu décréter l'inverse de ce qu'il a décrété. La haine du prochain pourrait être bonne. Conséquence, Dieu n'a pas décrété le bien parce qu'il est bon, mais il est bon parce qu'il l'a décrété. C'est là évidemment une conclusion dévastatrice pour le finalisme aristotélicien. Et cela va donner naissance à la science moderne, notamment à travers le geste de mathématisation de la nature par Galilée. Parce que le finalisme est remplacé par le mécanisme. Puisque Dieu a créé les choses sans raison autre que sa simple volonté, nous n'avons rien d'autre à découvrir dans ce monde que les mécanismes de leur fonctionnement, de voir comment ça marche. Il n'y a pas d'essence à découvrir, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de finalité secrète ou de finalité cachée. Il y a juste des mécanismes. L'explication mécaniste de la nature découle de cette création divine
de potentia absoluta. Par conséquent, nous n'avons qu'à observer le monde comme une machine voulue par le constructeur divin. Et nous n'y découvrons que les mécanismes qu'il a bien voulu y mettre des potentia absoluta. Voir de la finalité dans la nature, eh bien, comme le voulait Aristote, eh bien, c'est un culte des idoles. Il n'y a pas de finalité parce qu'il n'y a pas d'essence inhérente aux choses, que les mécanismes qui les font fonctionner il n'y a rien d'autre que des mécanismes qui les font fonctionner par décret divin, en quelque sorte. Et s'il n'y a pas d'essence à découvrir, c'est qu'il n'y a que des individus à connaître. C'est le projet de la science moderne, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à l'inverse de ce qui se passait par exemple chez Platon, ce n'est pas une connaissance de l'essence de la chose qui nous apprendra quelque chose sur elle, mais l'expérience de cette chose et ce que cette expérience peut révéler de son fonctionnement. Donc, l'argument de la toute-puissance divine rejoint l'antiréalisme logique des essences. Dieu a créé souverainement des entités individuelles libres de toute essence. Et, naturellement, l'homme n'est pas une exception au sein de cette création divine. Et lui-même n'a pas d'essence ni de finalité à respecter. Si l'homme doit obéir aux commandements divins, ce n'est pas parce qu'ils exprimeraient la nature de l'homme ou sa finalité, mais tout simplement parce que ce sont des commandements. C'est bon parce que c'est voulu par Dieu. Voilà le tournant fondamental. La volonté humaine n'est plus ordonnée à une fin qui lui serait naturelle. Il n'y a plus d'ordre naturel qui prédétermine toute chose vers sa fin. Le principe téléologique d'Aristote est brisé. C'est cela qui nous fait entrer dans le monde moderne, en tout cas dans la morale moderne. Morale de la liberté et de l'autonomie de la volonté. La volonté ne doit plus suivre des prescriptions données à l'avance, mais peut poser elle-même ses propres buts. C'est cela, l'autonomie de la volonté, et elle est calquée sur la toute-puissance du Dieu nominaliste. Le sujet moderne peut poser souverainement ses propres buts sans qu'il faille se préoccuper de leur conformité à la finalité naturelle des choses. Et très vite, ce sera, parce que là, c'est une histoire très longue, évidemment, que je vous raconte ici quasiment en bande dessinée, mais très vite, ce sera l'homme lui-même qui profitera de cette émancipation morale, c'est-à-dire qu'il n'aura plus forcément besoin d'obéir au commandement divin, il posera lui-même ses propres fins, puisque au fond, elles lui ont été posées aussi par Dieu. Et donc, le nominalisme, si vous voulez, marque une vraie émancipation morale de l'homme en le détachant de toute finalité naturelle. La volonté n'est plus guidée par un bien prescrit, mais par les objets qu'elle se donne. C'est sa volonté qui va désormais primer. Ce n'était pas du tout le cas dans le monde d'Aristote. Ce n'est pas du tout la volonté qui prime. La volonté, il n'y a quasiment pas de mot en grec pour désigner la volonté. Donc maintenant, c'est la volonté qui va occuper le premier plan. C'est vraiment le règne du primat de la volonté. Et cela caractérise naturellement la morale de l'individu moderne. La morale et la politique antique gravitaient autour du désir naturel du bien et du bon, ce qui impliquait de s'ordonner, de s'intégrer, de s'insérer dans un cosmos préalablement ordonné. La morale et la politique moderne gravitent autour de l'autonomie de la volonté individuelle, c'est-à-dire de sa capacité à poser elle-même ses propres fins, donc à s'arracher du monde, non pas à s'intégrer dans un monde préalable, mais à s'arracher de ce monde. Et l'une des expressions les plus éclatante, si vous voulez, de ce nominalisme moral contemporain se trouve dans quelque chose qui est bien connu, c'est l'existentialisme moral de Sartre.
de Jean-Paul Sartre, avec sa figure de la liberté, du projet. Vous voyez, voilà, il faut se projeter dans l'avenir par un acte libre qui n'est déterminé par rien, qui s'arrache justement à notre situation. C'est une morale du primat de la volonté, où le seul but que se donne la volonté est le projet qu'elle se donne à elle-même, ou le projet que la liberté se donne à elle-même. Mais il y a aussi, plus près de nous encore, peut-être un auteur moins connu, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, Ruven Augien, qui défendait une éthique minimale, ce qu'il appelle lui-même une éthique minimale, où en fait, tout est permis pour lui, c'était vraiment son grand cheval de bataille, tout est permis tant que cela ne nuit pas à autrui. Et donc, par exemple, Augien montrait comment, partant de ce principe, qu'il rendait, si vous voulez, très très fort, très très puissant, partant de ce principe, un concept comme celui de la dignité humaine, qui est au cœur de tous les textes européens, par exemple sur la bioéthique, etc., comment un concept de dignité humaine, en fait, limitait notre liberté. Et vous voyez, c'est un raisonnement parfaitement nominaliste. La dignité humaine, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité. Il n'existe que des individus. Et brandir la dignité, disait-il, pour, par exemple, interdire le lancer de nains, eh bien, c'est tout à fait illégitime dès lors que les nains sont consentants. Alors, il avait plein d'exemples un peu provocants, le lancer de nains, la pornographie, tous les problèmes d'avortement, de fin de vie, etc. Il prenait exprès des exemples comme ça, un peu extrêmes, pour montrer que tout ça était moralement neutre, tant que ça ne nuisait pas. Bon. Raisonnement typiquement nominaliste. Par affirmation de la volonté, affirmation du primat de la volonté. Je trouve qu'il y a d'ailleurs une certaine ironie historique dans le fait que l'émergence du nominalisme, donc au XIVe siècle, est contemporaine, figurez-vous, de l'invention des armes à feu. Parce que, évidemment, l'usage des armes à feu est, au fond, l'expression ultime de l'affirmation de soi et de sa volonté. Alors, il y a là sans doute qu'une coïncidence historique, mais je trouve qu'elle est tout à fait significative. Quoi qu'il en soit, ce tournant nominaliste que j'ai esquissé ici à grands traits, a des conséquences abyssales dans tous les domaines de l'existence humaine. Et j'aimerais ici maintenant rapidement les synthétiser pour dire que d'une part, premièrement, le nominalisme est d'une manière générale à la source de l'individualisme moderne, où l'individu est considéré comme fondamentalement libre dans l'exercice de sa volonté, posant lui-même ses propres fins, détaché des finalités naturel. Donc, l'individu nominaliste est doté d'une volonté autonome. Quand je dis l'individu nominaliste, vous comprenez bien que c'est, en fait, je dresse le portrait de l'individu contemporain, qui a sa source dans cette rupture nominaliste du XIVe siècle que j'ai décrite. Donc, première caractéristique, l'individu nominaliste est doté d'une volonté autonome. C'est essentiel et c'est impensable pour Aristote. Cette révolution est également à la source de l'empirisme moderne. Parce que dans un tel monde sans finalité et sans essence, dans un tel monde d'individus et de choses individuelles, il n'y a pas d'autre source de connaissance que l'expérience. Les choses individuelles, on ne peut les connaître que si on en fait l'expérience par les sens, ce qui permet d'en rendre compte sans finalité inhérente. Donc, l'individu nominaliste connaît le monde par expérience. Troisièmement, elle est également à la source du rationalisme moderne. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que ce qu'on observe par les sens, il faut ensuite le mesurer, le calculer par la raison. Il faut calculer ce qu'on observe. Tout raisonnement sera désormais calcul, computation. Rationalité voudra dire, et veut encore dire, calculabilité. Et ce qu'il y a d'abyssal là-dedans, malheureusement, on ne peut pas développer ça, mais c'est que, vous voyez, si la raison calcule, si la raison est vouée au calcul, au fond, eh bien, elle ne prescrit plus rien.
d'un point de vue moral. Elle n'oriente pas le comportement. Par exemple, comme dans le monde antique, où on reconnaissait une finalité dans la nature, la raison reconnaît une finalité dans la nature qu'ensuite il va falloir suivre. Voilà, c'est la structure de l'éthique antique, si vous voulez. Mais la raison moderne n'est plus comme ça. Elle calcule et donc elle ne prescrit plus rien. Et c'est là la source vraiment nominaliste de cette distinction moderne absolument fondamentale en morale, qui est la distinction entre être et devoir être. Il y a la description et il y a la prescription. Et Hume a dit que, évidemment, on ne pouvait pas, comme ça, ingénument passer de l'un à l'autre. Mais ça veut dire aussi, ça a une conséquence éthique énorme, c'est que du coup, tout ce qui est éthique, tout ce qui est moral, tout ce qui est bien, tout ce qui est devoir, est renvoyé à la subjectivité de la volonté, à la volonté subjective. C'est plus de l'ordre de la raison. Ce ne sont plus des questions rationnelles, ce sont des questions qui sont renvoyées à la subjectivité, parce que le seul rôle de la raison, c'est de calculer. Et donc, vous voyez que le primat de la volonté nominaliste engendre toute une nouvelle conception de la raison, qui est la raison moderne. Et évidemment, c'est comme ça que la raison devient aussi l'outil de la manipulation du monde, de la nature, de la maîtrise et de la domination de la nature. La raison est réduite à la calculabilité et la calculabilité doit servir la manipulabilité des choses. Le point extrême, si vous voulez, de cette, mais caricatural, c'est le mouvement posthumaniste, par exemple. Vous voyez, ces gens qui veulent améliorer la nature humaine par les techniques, en nous hybridant aux techniques. Parce que si vous enlevez toute finalité de la nature, si vous enlevez toute finalité, qu'est-ce qui reste dans le corps humain? Il reste des organes qui ont des fonctions. Et si ce ne sont que des fonctions, eh bien, on peut augmenter ces fonctions, on peut chercher à améliorer ces fonctions. Vous voyez, et donc on peut le faire, quitte à nous hybrider à des machines, à télécharger notre cerveau sur un disque dur, etc., etc. Bon. Et donc, d'une manière générale, ça c'est un exemple caricatural, mais d'une manière générale, toute l'ingénierie du vivant est dans à sa source dans cette révolution nominaliste, avec cette nouvelle conception de la raison. Donc, l'individu nominaliste est un rationaliste calculateur qui veut maîtriser le monde. Mais le nominalisme est également à la source du libéralisme économique, parce qu'elle met en présence justement des individus libres, dotés d'une volonté autonome, capables de calculer et d'optimiser leur intérêt et de faire valoir leur volonté, et qui doivent entrer en relation d'échange économique avec d'autres individus du même type. L'émergence du nominalisme est d'ailleurs contemporaine, en gros, de l'émergence des marchés au XVe siècle, qui justement met en présence des individus négociateurs sortant des sentiers de la tradition pour trouver leur meilleur intérêt. C'est évidemment l'image qui est modélisée dans le fameux Homo economicus, qu'on connaît bien dans l'économie mainstream d'aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'en reparler, puisque les économistes, ou certains d'entre eux en tout cas, ont théorisé la confiance dans les échanges, et je reviendrai sur cette conception économique de la confiance. Mais donc, l'individu nominaliste veut maximiser ses intérêts. Le nominalisme est également à la source du libéralisme politique. Pourquoi? Eh bien, parce que les individus étant conçus comme libres dans leur volonté, il faut organiser la coexistence de ces libertés entre elles, et chacun va se voir doté d'une sphère privée à l'intérieur de laquelle il pourra exercer son autonomie, l'autonomie de sa volonté, pour autant qu'il n'entrave pas la liberté de quelqu'un d'autre. C'est la fameuse définition de la liberté dans la déclaration de 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il faut préserver sa sphère de liberté. L'individu nominaliste veut donc protéger ses droits et ses libertés. Et enfin, j'ajoute avec plaisir une sixième caractéristique qui vous montrera en fait l'étendue et la profondeur à laquelle agit au fond ce changement de paradigme qu'est le paradigme nominaliste. Il se trouve qu'ici même, à ma place, Marc Crommelin, qui est ici, que je salue, a, dans sa série de conférences consacrée à la musique baroque, il avait montré combien Monteverdi avait incarné une rupture par rapport à la conception ancienne de la musique, parce qu'il avait introduit des dissonances. Et c'était une chose inacceptable aux oreilles des vieux barbus de la musique ancienne, parce que, et c'est ça qui m'avait intéressé dans cette partie de son exposé, parce que, disait-il, ces vieux barbus, la musique devait refléter l'harmonie du cosmos.
Elle devait refléter le parfait ordonnancement des nombres et des proportions. Et face à cette harmonie objective des choses, qui est celle du monde d'Aristote, que devait refléter la musique, la dissonance représentait une perturbation inacceptable au regard de la vérité de l'ordre du monde. Or, c'était justement le but de Monteverdi d'introduire du subjectif, de l'individuel, de l'affect dans cet ordre qui semblait immuable. Le geste rebelle de Monteverdi est un geste nominaliste, en ce qu'il met l'individu au centre et le détache de cet ordre objectif que Monteverdi devait ressentir comme aliénant. Pour le vieux barbu Artusi, la musique de Monteverdi était fausse. Fausse. Vous voyez, comment une musique peut-elle être fausse? Vous voyez, parce qu'elle est indexée à la vérité, elle devrait être indexée à la vérité du cosmos. Mais c'est justement cette indexation que conteste le nominalisme. Donc cette musique était fausse, mais pour Monteverdi, elle disait la vérité du moi. Et on assiste donc à l'avènement, encore balbutiant certes chez Monteverdi, mais l'avènement du soi dans l'art. Et vous voyez bien qu'on pourrait refaire la même analyse en peinture ou en littérature, c'est évident. Donc l'individu artiste nominaliste exprime sa subjectivité. Ce que je voulais vous montrer, en retraçant à très gros traits la portée de la révolution nominaliste, c'était comment a émergé de ces discussions logiques et théologiques d'abord assez obscures, comment a émergé la figure de l'individu moderne, comment s'est façonnée à partir d'une opposition à Aristote et au monde antique une nouvelle image de l'homme qui nous imprègne si profondément aujourd'hui. Cette nouvelle image est celle d'un individu sans attache, qui s'oriente dans le monde grâce aux informations qu'il possède, qui défend ses intérêts et garantit la liberté de sa volonté grâce aux droits et libertés dont il bénéficie. Pour caractériser cet individu, je le décris comme un individu cockpit. Comme un pilote dans son cockpit, précisément, il organise son vol à travers son existence en gérant les données qu'il a acquises par expérience, protégé par ses droits, guidé par sa volonté et ses désirs qui lui permettent d'orienter son action à son gré, pour peu qu'il n'enfreigne pas les règles communes. Il est solitaire et ne se résout à entrer en contact avec autrui que s'il y flaire quelque intérêt ou satisfaction. Mais, me direz-vous, quel rapport tout cela a-t-il avec la confiance? Eh bien, il fallait que je retrace la genèse de l'individu cockpit, d'abord parce qu'il est toujours bon de faire des rappels historiques, mais surtout parce que le problème de la confiance aujourd'hui se pose dans ce contexte-là, le contexte de la relation entre individus cockpit. D'une manière générale, aujourd'hui, on comprend la confiance comme une relation entre individus. Je vais essayer de vous montrer dès la prochaine session que c'est là une conception bien trop étroite et inadéquate en réalité de la confiance. Si j'ai tant insisté sur l'émergence du primat de la volonté à travers le nominalisme, la volonté libre étant le principal attribut de cet individu cockpit, c'est parce que très tôt, dès les débuts du nominalisme, les penseurs se sont rendus compte que cette souveraineté de la volonté posait ou allait poser un problème considérable quant à la philosophie morale et politique. Un problème dont la résolution était loin d'être évidente. C'est le problème moderne par excellence, d'un point de vue de la théorie politique. Et ce problème a directement trait à la confiance. Quel est ce problème? C'est ce que j'appelle le problème nominaliste. Et il concerne la question de l'ordre social lui-même. Il s'énonce ainsi. Comment, à partir d'une multitude d'individus libres, dont la volonté va dans tous les sens, puisqu'elle n'est finalisée par aucune finalité naturelle, comment expliquer l'existence d'un ordre social? Comment créer un ordre stable en partant d'individus libres, c'est-à-dire qui posent librement leurs fins en fonction de leur intérêt propre? Comment leur faire confiance
dès lors que l'association n'est plus inscrite dans la nature de l'homme. Autrement dit, comment faire de l'ordre social à partir d'individus cockpit qui n'ont aucune raison a priori de se faire confiance, puisque chacun poursuit ses propres fins. Tel est le problème fondamental qu'a légué le nominalisme à la modernité politique. Aristote avait non pas résolu, mais évité le problème en postulant dès le départ que l'homme était un animal politique, qu'il tendait donc naturellement à s'associer. Mais c'est là justement la réponse dont la modernité ne veut plus. Alors, comment faire de l'ordre social à partir de telles particules élémentaires? Réponse, par contrat social. Le contrat social est la solution nominaliste au problème de l'ordre social. Pour des individus dotés d'une volonté libre, le contrat est la forme parfaite d'association. Pourquoi? Mais précisément parce que par contrat, ils peuvent accorder leur volonté. Chacun peut faire valoir ses intérêts au mieux de ce que sa situation permet. Le contrat est une association libre, donc parfaitement adaptée à des individus eux-mêmes libres. Le contrat est la forme de relation adéquate pour des individus libres, non finalisés par une fin naturelle. Chacun peut passer un accord, défendre ses intérêts selon sa libre volonté. C'est pour cela que les fameuses théories du contrat social, Hobbes, Locke, Rousseau, sont nées dans la foulée de la révolution nominaliste et en sont les héritières. Dès que l'individu est conçu comme souverain, libre de toute finalité, qui s'imposerait naturellement à lui, eh bien, il n'est guidé que par les buts que se donne librement sa volonté. Par conséquent, son association avec autrui ne peut elle-même résulter que d'un acte volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'associer. Acte volontaire conçu comme choix rationnel visant à maximiser l'intérêt individuel. Et c'est aussi là l'idée démocratique. Elle en est directement issue. L'idée que la volonté, l'idée que puisque la volonté humaine n'a plus d'objet naturellement donné, elle va se le donner à elle-même et se mettre d'accord en commun sur lui, indépendamment de tout principe extrinsèque ou extérieur. C'est le principe de la démocratie. Le peuple se donne à lui-même sa propre loi. C'est la source du constructivisme aussi, inhérent à la politique moderne, propre à l'idée même de contrat social. Constructivisme, ça veut dire que les solutions aux problèmes ne sont pas données à l'avance, elles ne sont pas dans un catalogue auquel il faudrait se conformer. Les solutions à un problème émergent, soit de la lutte, soit de la discussion, ça dépend du modèle de démocratie qu'on utilise, mais elles émergent de l'intérieur même de l'association. Et donc, les individus nominalistes s'associent par contrat social, essayant ainsi de coordonner leur volonté. Et vous reconnaîtrez peut-être ici le principe, au fond, de la pensée néolibérale aussi. C'est-à-dire, la pensée néolibérale est marquée par cette tendance à vouloir contractualiser toutes les relations sociales. L'idée, c'est que pour des individus dotés d'une volonté libre, c'est le meilleur moyen d'optimiser ses utilités, comme ils disent, c'est-à-dire de satisfaire au maximum leurs intérêts. Au lieu de soumettre les individus à une même règle générale qui vaudrait pour tous et qui assurerait une communauté, une solidarité, on dit chacun pour soi, que chacun se débrouille. Par exemple, pour, je sais pas, pour une question comme le salaire minimum, ben on dit débrouillez-vous, branche par branche, profession par profession, corps de métier par corps de métier. On ne va pas faire une loi générale pour tous, que chacun se débrouille, chacun s'en tirera mieux s'il s'arrange avec ses partenaires directs, au coup par coup, en quelque sorte. Et donc, dans ces conditions, la seule chose à faire pour la puissance publique, pour l'État, c'est d'assurer l'exécution des contrats. Autrement dit, le nominalisme est à la source de la contractualisation tendancielle de la société à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et cela vaut pour
les individus à l'intérieur de la société, comme pour les États entre eux. On dérégule tout. L'idée étant que faire des alliances entre États, deux par deux, ou faire des alliances de libre-échange, par là, chaque État s'en tire mieux. Trump est le plus grand nominaliste politique de notre époque. Alors, il ne le sait pas, hein, on est bien d'accord. Mais c'est ça. Voilà un livre avec lequel il est devenu célèbre. Vous voyez, l'art du deal. Le deal est la figure nominaliste par excellence. Et c'est ce qu'il fait jour après jour. Il dénonce tous les accords sur le climat, sur le commerce, etc. Parce qu'il sait bien qu'au fond, en tête-à-tête avec le Mexique, avec le Canada, etc., il s'en tirera mieux, c'est le plus fort. Donc il va pouvoir imposer sa loi plutôt que de se soumettre à une loi très générale. Mais c'est précisément ici que le problème de la confiance prend toute son épaisseur. On a vu que pour faire société, le nominalisme proposait la solution du contrat. Mais à nouveau, comment puis-je m'associer par contrat à des individus dont je sais qu'ils poursuivent librement leurs fins? Comment puis-je leur faire confiance? Comment puis-je, dans une promesse par exemple, fixer la volonté d'autrui alors que je sais qu'il peut rompre à tout moment la parole donnée, guidé qu'il est par des motifs opportunistes? La solution du contrat ne fait donc en réalité que repousser le problème de la confiance d'un étage. Car comment s'assurer de la fidélité fondamentale au contrat social lui-même? Comment s'assurer de la loyauté vis-à-vis des normes les plus fondamentales de la société et des engagements ponctuels? Comment faire confiance à des individus fondamentalement opportunistes? Parce que l'individu nominaliste est fondamentalement opportuniste puisqu'il suit sa volonté, ses désirs, ses représentations. Hobbes a dû imaginer le monstre Léviathan pour contenir les volontés individuelles, toujours tentées de poursuivre leur propre but ou d'agir, comme on dit, en passager clandestin. L'économie de marché, celle dans laquelle nous sommes, elle a inventé les cartes de fidélité, celles qu'on a chez Deleuze, et Carrefour, et GB, etc. Les cartes de fidélité pour neutraliser l'opportunisme des acteurs, pour éviter qu'on aille voir la concurrence. Il faut bien fixer leur volonté puisqu'elle est libre. L'économie de marché a aussi inventé le système des stock-options pour neutraliser l'opportunisme des acteurs. Les stock-options, c'est une manière de se prémunir contre les risques que fait courir une dissymétrie d'information, c'est-à-dire qu'un grand patron nommé par le conseil d'administration pourrait aller chez la concurrence muni de toutes les précieuses informations auxquelles il a eu accès. Et donc la solution, ici, c'est de les intéresser à la réussite de l'entreprise. Mais ce faisant, évidemment, on ne leur fait pas confiance à ces grands patrons. On achète leur loyauté, avec cette représentation sous-jacente que chacun est animé par la poursuite égoïste de son intérêt. Pour la même raison, l'économie numérique, aujourd'hui, a instauré des tas de systèmes, des systèmes publics d'évaluation, vous savez, les étoiles qu'on met, les notes, les notations, etc., les appréciations par les consommateurs, qui est supposé rendre coûteuse la malhonnêteté d'éventuels acteurs. Si vous dénoncez un vendeur qui a mal agi, ça peut lui coûter très cher. Donc partout, il s'agit de se prémunir contre les écarts que la volonté individuelle peut provoquer par rapport aux règles en place. Partout, on met en place des dispositifs pour tenter de neutraliser l'opportunisme des acteurs, et on appelle ça des dispositifs de confiance. Mais vous voyez bien qu'il repose partout sur la méfiance généralisée. Et c'est là un paradoxe dont j'aurai encore l'occasion de reparler. Mais je veux simplement mentionner ici, pour conclure, que dans ce contexte, la confiance, dans ce contexte nominaliste d'aujourd'hui, dans ce contexte, la confiance apparaît elle-même comme une forme de contrat. C'est-à-dire que la confiance apparaît comme une forme de contrat entre individus cockpit, c'est-à-dire entre des individus calculateurs, individus opportunistes qui cherchent à sécuriser leur cockpit
et à maîtriser au mieux le monde qui les entoure. Mais vous voyez qu'à partir du moment où on se place dans cette logique du cockpit, la confiance, en réalité, n'a pas tellement sa place. Elle ne peut pas être quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que devoir faire confiance apparaît à l'individu cockpit plutôt comme une menace pour la sécurité de son action, comme un risque à prendre. Parce que si pour réaliser une action, je dois faire confiance à quelqu'un, je ne suis pas sûr d'y arriver, puisque je dépends de quelque chose d'extérieur au cockpit que je maîtrise. Devoir faire confiance apparaît plutôt comme une menace potentielle à la bonne réalisation de mes objectifs. Et donc, autant l'éviter, autant essayer d'éviter de devoir faire confiance dans la mesure du possible. Et c'est donc, je conclus, c'est donc, à mon sens, la raison profonde pour laquelle les grands théoriciens modernes de la société n'ont pas élaboré une théorie de la confiance. Dans une logique nominaliste du cockpit, où prime la volonté et les buts qu'elle pose, la relation de confiance à autrui ne peut pas être primordiale. Elle est même plutôt un parasitage de ma souveraineté, quelque chose de dérangeant et auquel il faut autant que possible éviter d'avoir recours. Ce qui est primordial, c'est la préservation de la sphère de liberté de mon cockpit. Or, la pandémie que nous avons vécue et que nous vivons encore montre, me semble-t-il, exactement le contraire, et à grande échelle, à savoir que non seulement la confiance n'est pas une relation particulière de cockpit à cockpit, qui menace potentiellement la réalisation de mes buts, elle n'est pas seulement une relation entre les individus, comme le veut toute cette pensée nominaliste, mais la confiance est ce dans quoi nous séjournons, sans solution de rechange possible. Elle n'est pas un rapport risqué entre des individus calculateurs, mais elle est rapport au monde. C'est en tout cas la thèse que je défends et que je vais défendre. Le virus a suspendu notre rapport au monde et il montrait ainsi par la négative, en quelque sorte, combien, au contraire, nous avons besoin de confiance, y compris dans nos rapports aux choses, bien au-delà de toutes les relations de contrat. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que le paradigme nominaliste individualiste, qui est si prégnant aujourd'hui dans tous les domaines de notre existence, soit approprié pour véritablement comprendre ce qu'est la confiance. Et que si les théoriciens de la société rechignent tant à parler de la confiance, alors qu'ils savent qu'elle est indispensable, c'est parce que le modèle nominaliste dont ils partent n'est pas le bon pour parler de la confiance. Dès la prochaine fois, je vais essayer de vous montrer en quoi le concept de confiance conduit à remettre en question cette image de l'individu cockpit qui est la nôtre et celle de notre époque aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, je prends un verre d'eau d'abord. Vous faites du libéralisme l'enfant du nominalisme. Oui. Ça paraît très juste. Mais est-ce que c'est son seul enfant? Ça, c'est pas sûr. Parce que quand je pense à toutes les idéologies collectivistes qui sont aussi apparues après l'apparition du nominalisme, je pense que c'est aussi nominaliste que les idéologies libérales. Je ne vois pas en quoi Karl Marx, ou plus près de nous, quelqu'un comme Bourdieu, serait moins nominaliste que les théoriciens du libéralisme. La seule chose qu'ils font, c'est que quelque part, ils disent que cette idée de liberté est une illusion. Nous sommes agis dans les forces sociales, dans la façon ou non. Mais ils sont philosophiquement aussi nominalistes que les libéraux. Et donc, pour moi, le problème du nominalisme va au-delà du problème du libéralisme. Merci. Bon, écoutez, là, c'est une discussion à avoir. Vous citez Marx. Alors, je vais vous dire,
Je ne pense pas du tout que Marx soit nominaliste. Et je vais même vous dire que ce qui est une des choses fascinantes chez Marx, c'est que justement, Marx est extraordinairement individualiste. Il est extraordinairement individualiste. Quitte à vous surprendre, je dirais ça, mais évidemment, ce n'est pas l'individualisme du libéralisme. C'est un individualisme qui respecte l'individu, c'est-à-dire, je veux dire, qui accorde une place tout à fait centrale à l'individu, mais chez Marx, un peu comme chez Aristote, ou chez Hegel d'ailleurs, l'individu n'est individu que dans ses relations avec autrui. Et donc, ce qu'il y a de fascinant chez Marx, c'est que on a la figure d'un individualisme non nominaliste, justement. Non nominaliste. L'individu nominaliste, c'est l'individu libéral. Donc là-dessus, je ne serais pas d'accord avec vous. Je ne vois pas comment, ben, il faudrait discuter davantage naturellement, mais je ne vois pas comment, si vous voulez, le collectivisme, qui n'est pas marxiste, hein. J'espère qu'on est d'accord là-dessus, qui n'est pas marxien. C'est marxiste, mais pas marxien. Donc, Marx était très très loin de toutes ces idées collectivistes, puisque lui, au contraire, le but ultime du communisme, comme il le dit dans la critique du programme de Gotha, c'est l'épanouissement individuel de chacun, et aucun penseur, il n'y a aucun penseur plus individualiste, plus respectueux de la pensée individuelle, disons, plus respectueux de l'individu que Marx dans la tradition occidentale. Par exemple, quand il dit, n'est-ce pas, son principe de justice à Marx, quand il parle de la société communiste future, ce dont il a très très peu parlé, hein, parce que ce n'est pas ce qui l'intéressait, mais quand il en parle, il a dit le principe de justice de la société future, ça va être de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ça veut dire que chacun devra contribuer selon ses capacités, de chacun selon ses capacités. Le poète contribuera en poète, le fainéant contribuera en fainéant, etc. Et à chacun selon ses besoins, c'est-à-dire qu'on va redistribuer la richesse sociale qui sera créée, non pas sur le principe du mérite, non pas sur le principe du salaire horaire ou des choses comme ça, qui sont des principes pour lui, ce qu'il appelle de droit bourgeois, mais sur le critère du besoin. Quelqu'un qui a 4 enfants a plus de besoins que quelqu'un qui a un enfant, même si il fait le même travail. Donc, on peut discuter sur le caractère utopique, etc. Naturellement, ce n'est pas la question, mais c'est ça qu'il avait en vue, vous voyez. Il avait en vue l'idée d'un individu non nominaliste. Et par rapport à ça, toutes les idées collectivistes qui, au contraire, si vous voulez, réifient des choses collectives, donc des universaux, ben, sont une négation. La façon dont vous avez caractérisé le nominalisme, c'est-à-dire l'abandon de toute idéologie, il est là aussi, il est déjà là. Non, écoutez, je pense qu'il y a un malentendu ici. Non, d'abord, l'individu nominaliste n'est pas du tout mécaniste, n'est pas du tout mécanique, puisqu'il est doté de libre volonté. Donc, au contraire, donc, si vous voulez, vous citez Bourdieu, par exemple, mais c'est tout le contraire, puisque Bourdieu montre, au contraire, la force des déterminismes sociaux, notamment dans la reproduction sociale. Les libéraux extrêmes disent que l'homme est purement une machine qui fait l'optimisation. Autrement dit, sa liberté est nulle. C'est une pure machine calculatrice qui optimise en fonction de désirs dont il n'a pas en tête la maîtrise, qu'il ne choisit pas. Et donc, il n'y a pas vraiment de différence entre un libéral extra qui perçoit que l'individu a une liberté totalement nominale, puisqu'il est une machine à faire de l'optimisation. Bon. Et un Bourdieu qui dit que l'homme, l'individu, n'est que le suppôt de forces sociales qui l'agissent. Ni l'un ni l'autre ne sont libres, en fait. Et c'est là où moi je les rapproche. Bon, écoutez, c'est une interprétation. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a aucun individualiste nominaliste, si vous voulez, qui accepterait cette description de l'homme comme une machine optimisée. Disons ça, il y en a qui le font, mais ce ne sont pas des individualistes nominalistes. Non, je ne peux pas admettre ça. Non. Mais je vois bien l'objection.